passion, hein, une souffrance, puisque la passion relève de la souffrance, et plus encore une émotion. Et en fait, on a souhaité, dans le cadre de ce forum des Future Days, poser la question, au fond, de qu'est-ce que révèlent les passions identitaires qui ont que l'incendie ou l'accident du 15 avril de Notre-Dame, du 15 avril 2019, a suscité dans une collectivité, d'ailleurs au contour assez complexe et plutôt international, au point même que cette émotion patrimoniale, qui est un concept sur lequel on va beaucoup revenir et qui est dû à un anthropologue disparu en 2016, Daniel Fabre, un anthropologue du patrimoine, qui a beaucoup travaillé avec et pour le ministère de la Culture et aussi un peu à ses marges. Donc, en quoi l'émotion patrimoniale permet à la fois d'être un instrument de réflexion de ces phénomènes qui agitent les communautés nationales, internationales, autour de la peur de la disparition, mais aussi autour de la polémique sur la restauration, bien entendu, des monuments, et du coup sur la manière dont les monuments anciens s'inscrivent dans les villes du futur. Donc c'est là où on s'accroche aussi bien qu'on le peut à notre problématique du forum. En effet, vous l'avez vu dans le petit résumé, l'idée est bien de comprendre cette onde de choc comme un syndrome qui révèle un certain nombre de questions politiques qui d'ailleurs ne cessent de rebondir. On voit à quel point le positionnement aujourd'hui sur Notre-Dame peut provoquer des foudres du ciel, quel qu'il soit, le ciel des dieux de l'Olympe, bien entendu. Effectivement, on voit que Notre-Dame, dans sa menace, et dans sa maladie, semble être une sorte de réduit en miniature des problèmes que se pose, entre autres, la France contemporaine dans son rapport de projection à l'avenir. Et évidemment, il y a énormément de thématiques associées, à commencer par les questions évidemment de mobilisation et surtout les polémiques que ça peut susciter. Alors pour discuter de tout cela, nous avons un bel aréopage composé malheureusement un petit peu trop masculin à mon goût, mais Bérénice Gossuin qui est là sauve l'honneur. Elle est donc, vous avez les titres et les fonctions de nos intervenants. Bérénice Gossuin est architecte et enseignante, maître de conférences à l'école d'architecture de Paris-Malaquais, mais surtout elle est spécialiste aussi de Viollet-le-Duc, et justement en architecte, elle interviendra au cours de la table ronde. Immédiatement, je fais dans le désordre, à sa gauche, donc, Franz Schöttstein, qui lui représente d'une certaine façon l'administration des monuments historiques, puisqu'il est donc chef du bureau de la conservation. Il est architecte aussi, hein, je crois. Ah non, vous n'êtes pas architecte, bon, d'accord, j'étais mal renseigné par votre homologue de l'INP. Donc, il est chef du bureau du patrimoine immobilier au ministère de la Culture, et donc aux premières loges, si j'ose dire, de la question administrative et politique de Notre-Dame. Donc, beaucoup d'autres intervenants. Donc j'enchaîne avec Christian Autain, à droite de Bérénice Gossuin, qui lui est donc directeur des études et de la recherche à l'Institut national du patrimoine, mais qui est aussi conservateur du patrimoine, plutôt archiviste, mais aussi historien de l'architecture, et qui donc forme ces conservateurs du patrimoine, ou enfin coordonne la formation des conservateurs du patrimoine, qui sont censés donc s'occuper des monuments, prendre soin des monuments quand ils ne sont pas en état de catastrophe. C'est justement là aussi une autre question. À la droite de Christian Autain, donc Laurent Esmiller, architecte et enseignant maître de conférence à l'école d'architecture de Paris-Est. Et pour finir, à l'extrême droite
de l'Assemblée, Emmanuel Blanchard, historien de formation, mais réalisateur de profession, et qui vient de réaliser un très long film d'animation consacré à Notre-Dame, qui sera diffusé le 18 décembre sur France 2 à 21h, donc vous voyez un créneau relativement visible, puisque ce film était prévu avant l'accident du 15 avril. Évidemment, c'est un petit peu adapté aux événements, et est un film qui à la fois est un peu le sujet et l'objet de notre discussion, puisqu'il met en scène Notre-Dame comme une personne, non pas encore comme un corps tout à fait malade ou blessé. Et cette personne, évidemment, cette personnalisation de Notre-Dame, sur laquelle on va partir, est évidemment à la base de l'émotion. Et donc je vous propose, pour commencer, ce qui nous permettra d'entrer en matière, grâce à la bienveillance d'Emmanuel, un extrait, la bande-annonce de ce documentaire, donc en exclusivité, puisqu'elle est mise en ligne aujourd'hui ou demain, mais donc la diffusion sera le 18 décembre. Hier encore, vous me croyiez invulnérable. Moi, la vieille reine des cathédrales. Mais ce jour-là, vous avez bien cru me perdre à jamais. Il est temps pour moi de rendre hommage à mes bâtisseurs. Pour eux, rien n'était impossible. Il faudra combien d'années pour la bâtir? Le temps d'une vie. Faites en sorte que ma cathédrale soit la plus belle. C'était il y a plus de 8 siècles. Aucun rêve ne semblait trop grand, ni trop beau. C'est la Sainte Bible qu'il faut connaître au lieu de défier le Seigneur. Ça ne tiendra jamais. Il faudra encore 2 vies pour terminer. On y va! Combien de fois il a fallu essayer, se tromper, recommencer. Je viens d'avoir 2 ou 3 idées dont il faut absolument que je vous parle. On va y aller, tous ensemble! Combien de fois j'ai failli disparaître. Mais à chaque fois, mes bâtisseurs m'ont relevé. Je suis Notre-Dame de Paris, et l'heure est venue de vous raconter mon histoire. Ne vous censurez pas. Donc, évidemment, on va essayer de structurer notre parcours d'une toute petite heure, et la discussion va se prendre au fur et à mesure autour de 4 grandes séquences, 4 grandes questions que vous voyez autour et qui vont nous conduire justement à cette question sur à la fois la place de l'émotion patrimoniale dans la manière dont on construit ou on imagine la construction de la ville future. Alors, évidemment, peut-être on pourrait commencer par cette question évidente et qui est le présupposé nécessaire. Quand Notre-Dame de Paris est devenue un monument national, et plus encore, sur quoi repose cette charge émotionnelle qui semble avoir mobilisé les foules à travers le monde. Alors, peut-être Emmanuel, justement, Blanchard, vous pouvez nous dire, à travers l'histoire rapidement de ce documentaire, finalement, pourquoi avoir fait un documentaire avant l'incendie? Qu'est-ce qui était finalement la commande ou le désir de France 2 ou de je ne sais quelle
On parle comme ça, c'est bon, Non, on prend le micro. Et okay. Voilà. Allô ouais. Oui, comme vous en êtes probablement rendu compte, c'est un projet qui est un peu exceptionnel, ce film, par ses dimensions. Et à la vérité, quand on se lance dans des projets comme ça, le choix des sujets est pas non plus gigantesque, infini. Donc il fallait évidemment trouver un thème pour ce film qui soit suffisamment, on va dire, fédérateur important dans l'imaginaire collectif. Et en fait, à la télévision, il y a des choses qui fonctionnent que vous connaissez bien. Il y a la Seconde Guerre mondiale, il y a Hitler, et il y a les cathédrales. Je veux dire, les cathédrales, la construction des cathédrales, c'est quelque chose qui fascine les gens, qui fascine le public. Et voilà. Donc l'idée est venue d'un goût pour Notre-Dame. Il a été rendu possible. Parfois, notre seule volonté suffit pas. Il a été rendu possible par le fait que le diffuseur, en l'occurrence France 2, savait que cette histoire-là correspondait à une attente. Quoi. Pardon ? Voilà, alors il ne savait pas que Notre-Dame est brûlée. Bon, pour être très sincère avec vous, quand Notre-Dame a brûlé, moi j'avais pratiquement terminé le film. Ça m'a évidemment beaucoup touché parce que j'ai travaillé pendant 3 ans dessus, j'y ai passé énormément de temps et donc j'étais moi-même très ému par cette. Et on peut dire aussi que du coup vous avez été le dernier réalisateur à filmer la fameuse. Oui, forêt. voilà, donc nous on avait filmé la charpente, etc. Donc voilà, tout ça a été assez émouvant. Et pour revenir au sujet qui nous concerne, c'est qu'en fait une des originalités de ce film, c'est que c'est une prosopopée, donc c'est Notre-Dame qui parle. Et en fait, le film était quasiment terminé. Et une semaine après l'incendie, on le regarde avec mon producteur. Et là, tout s'effondre. Et le film qui était bien une semaine avant était devenu, je ne saurais pas dire exactement pourquoi, mais était devenu insipide. Et en fait, il a fallu remonter le film et tenir compte. Donc prendre vraiment acte de cette personnalisation de Notre-Dame et réaliser que tout simplement elle ne pouvait plus parler pareil avant l'incendie, où elle était plutôt, on va dire, le témoin, une espèce de présence, quoi, parce que on pourra en parler, mais c'est un bâtiment, donc certes très largement refait au 19e siècle, mais qui aux yeux du public était un bâtiment médiéval. Donc il y avait l'idée d'une espèce de présence qui était là de toute éternité et qui d'un coup avait pas disparu mais était mutilée. Et donc il a fallu réécrire cette voix plutôt comme une survivante, quoi. Voilà. D'accord. Et du coup Sophie Marceau est la survivante. Une excellente survivante. Survivante de la boum, mais bon, voilà. Une très belle voix. Boum, voilà. Alors peut-être Christian Autin, si vous vous emparez du micro, vous pouvez, en historien de l'architecture, nous rappeler justement comment Notre-Dame est devenue, avant d'être un symbole médiatique, ou en tout cas un objet de désir médiatique comme les grandes cathédrales, pourquoi justement les grandes cathédrales en général, et Notre-Dame en particulier, sont devenues comme ça des symboles de l'identité, disons, alors nationale, si on veut, ou en tout cas culturelle, d'un Occident monumental. Alors, s'agissant de Notre-Dame, c'est pas seulement, je crois, une question d'histoire de l'architecture, mais c'est bien une question d'histoire nationale aussi. L'accumulation progressive de la charge émotionnelle autour de cet édifice, elle se construit effectivement par l'histoire de l'architecture, par le 19e siècle, par la redécouverte du Moyen-Âge au 19e siècle, et c'est vrai largement par la reconstruction de l'édifice, qui va en faire une cathédrale modèle, plus modèle que d'autres, qui va lui donner, et c'est une composante, je pense, de la charge émotionnelle, une valeur iconique par rapport à l'ensemble des cathédrales qui peuvent exister, en termes de proportion, de symétrie. C'est la cathédrale véritablement qui rassemble tous les éléments que l'on s'attend à trouver dans une cathédrale. Elle n'a pas une flèche qui dépasse d'un côté, elle n'a pas une spécificité particulière, et en même temps, elle a cette capacité à absorber toutes les cathédrales en elle, finalement, et à incarner la cathédrale. Mais c'est une question aussi d'accumulation de la charge émotionnelle par l'histoire. Par l'histoire qui est que Notre-Dame est Notre-Dame de Paris. L'église cathédrale de la ville capitale. On peut peut-être rappeler qu'au Moyen-Âge, cette position évidente aujourd'hui de Notre-Dame ne va pas forcément de soi. Reims est la cathédrale du Sacre, Saint-Denis est le lieu des tombeaux de la royauté, ou en tout cas va s'imposer comme tel, mais Notre-Dame
et la cathédrale de la ville capitale, qui s'impose comme ville capitale du royaume au XIIIe siècle de façon à peu près incontestable, avec l'accumulation de ces trois pouvoirs que sont la royauté, l'Église et bien entendu l'université. Et ce rôle, je dirais qu'il ne va cesser de se renforcer au cours des siècles, mais surtout, ce qui est peut-être plus important pour nous, Français de la période contemporaine et républicains, c'est la manière dont le monument au XIXe et notamment au XXe siècle va s'imposer véritablement comme un symbole culturel et non plus uniquement comme un édifice cultuel. Les phases de cette transmutation, on peut les retrouver avec Victor Hugo, par exemple, ou avec les progrès de la photographie, avec les premières photographies qui mettent Notre-Dame en valeur, les premières listes des monuments historiques, mais on va les retrouver dans un certain nombre d'événements qui nous parlent de par notre histoire proche ou de par notre histoire immédiate. Le temps de la libération, par exemple, les cloches qui sonnent à la volée, le gros bourdon qui sonne à la volée. Quelque chose qui a frappé, je pense, peut-être aussi tous ceux qui sont de ma génération ou même plus jeunes, les obsèques de François Mitterrand, par exemple. Après celle de De Gaulle, oui. Après celle de De Gaulle, voilà. C'est-à-dire le fait que dans une république qui est laïque, qui érige la laïcité en principe, eh bien, le moment où on va rendre hommage au chef de l'État de façon principale, de façon prioritaire, ce n'est pas par exemple au Panthéon, où pourtant François Mitterrand s'était rendu en 1981, mais c'est Notre-Dame, c'est en fait le lieu des obsèques religieuses qui sont aussi le lieu de l'hommage de toute la nation. Cette dimension a incarné l'histoire nationale et en même temps à être proche du local. Notre-Dame et l'hôtel de ville forment, pour le touriste, pour le Parisien ou pour le Français, un couple où finalement chacun peut reconnaître l'église et la mairie de son village, dans la même proximité géographique, mais avec une amplification d'échelle et une dilatation des proportions qui impose la référence à la capitale. Et puis une dernière donnée peut-être, donnée par la géographie. Quand j'étais enfant et que j'allais visiter Paris avec mon père, on allait souvent à Notre-Dame et toujours il y avait un point qui retenait notre attention. Notre-Dame de Paris, point zéro de toutes les routes de France. Donc centralité également géographique, cœur en quelque sorte de la France, de par la géographie en tant que point originel de toutes les routes du pays. Et ça, c'est une construction du 19e siècle. Hein. Donc, si je comprends bien dans ce cheminement, là, il y a une construction, il y a une nationalisation de Notre-Dame et en même temps une urbanisation ou une municipalisation de Notre-Dame, même si cette municipalisation est assez ancienne, mais elle est quand même pas si ancienne que ça. Hein. Enfin, je sais pas, peut-être, Franz, vous avez quelque chose à préciser là-dessus ? Non, pour rejoindre ce que vient de dire Christian, mais la cathédrale, avec toute l'importance qu'elle a évidemment sous l'Ancien Régime, elle retrouve effectivement une notion de symbole non seulement républicain, mais quelque part de présence patrimoniale et monumentale de l'État dans l'ensemble des territoires, puisque les cathédrales sont nationalisées en 1789, restent propriété de l'État par la suite, et ce sont en général les plus grands monuments appartenant à l'État dans presque tous les départements. Donc, quelque part, effectivement, la cathédrale est la présence monumentale, l'incarnation monumentale de l'État. Elle a bien sûr une affectation cultuelle, mais c'est néanmoins l'État qui conserve la cathédrale, qui la met, qui l'entretient. Elle est quelque part la présence de l'État dans chacune des capitales départementales, de chefs-lieux départementaux, pardon, à quelques exceptions près, encore une fois, puisqu'il n'y a que 87 cathédrales de l'État. Et c'est vrai que de ce réseau qui compte des édifices tous plus prestigieux les uns que les autres, certains inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, certains porteurs de symboles historiques tout à fait importants. On a parlé effectivement de Reims, on peut parler de Saint-Denis également, donc avec une profondeur historique qui s'impose à tous les Français. Les tombeaux des rois de France, les cathédrales du Sacre, c'est quelque chose qui s'incarne pour tous les Français. Et de ces édifices prestigieux qui incarnent l'État dans l'ensemble du territoire, Notre-Dame apparaît un peu comme la tête de réseau
Là, comme tu l'as dit, l'archétype architectural, même si c'est pas forcément un archétype médiéval, mais c'est du médiéval, ça vous en parlerez mieux que moi. Et c'est vrai que de ce réseau qui est cher au cœur de, je pense, la plupart des Français, chacun est attaché à la cathédrale de son chef-lieu, Notre-Dame apparaît comme la plus prestigieuse, et encore une fois, peut-être la tête de réseau de cet ensemble. Alors, peut-être pour clore sur justement cette mise en charge à la symbolique, sur le plan peut-être plus matériel du monument, Laurent et Bérénice, est-ce qu'en tant qu'architecte, vous pensez, comment on peut lire, en tout cas à travers le prisme du 19e, là, je ne parle pas, en tout cas avant la restauration, la grande restauration sur laquelle on va revenir, celle de Viollet-le-Duc, bien entendu, quel est finalement quelles sont les particularités émotionnelles dans l'architecture de Notre-Dame qui fait que c'est aussi devenu une porte d'effigie des architectes, et à partir de quand? Et surtout, n'oublions pas que Notre-Dame, même si on l'a vu, elle a été égratignée par la Révolution française, mais surtout dans sa sculpture monumentale, il y a eu des épisodes un petit peu menaçant, en tout cas sinon de l'édifice, du moins de l'archevêché. Et comment tout ça fait que les architectes finalement ont cet amour de Notre-Dame quasiment comme un fétiche du corps des architectes? D'une certaine manière, Notre-Dame peut pas vraiment être complètement dissociée aussi de l'imaginaire de Viollet-le-Duc, quoi. Effectivement, Notre-Dame, c'est une construction relativement récente. C'est une construction culturelle et intellectuelle presque du 19e siècle. Et c'est Viollet-le-Duc qui en est à l'origine d'une certaine manière et qui a procédé à une série de transformations sur le bâtiment. Et ces transformations, c'était pas juste pour... Ces transformations n'étaient pas là juste pour le plaisir de transformer le bâtiment, mais posent aussi la question clairement de qu'est-ce que c'est que la préservation du patrimoine, comment se positionner là-dessus, et qu'est-ce qu'on peut faire. Et la posture de Viollet-le-Duc était clairement de chercher à retrouver une sorte d'état idéal, de cet héritage gothique, quand bien même cet état idéal aurait pu ne jamais exister d'une certaine manière. C'est un peu tout le problème de l'émotion. Oui, mais du coup, c'est aujourd'hui, ça rejoint ce qui a été dit précédemment, c'est que Notre-Dame incarne cette forme de cathédrale idéale. C'est vrai qu'avant l'incendie, on va dire que collectivement, c'était perçu effectivement comme une cathédrale médiévale. Et ça a été publiquement, on va dire, mis sur scène que, en fait, ça a été une reconstruction du 19e extrêmement importante. Mais à mon sens, Notre-Dame incarne cette espèce d'idéal qui était aussi celui de Viollet-le-Duc, de retrouver cet état parfait que pouvait être l'architecture gothique. Et il faut voir que Viollet-le-Duc, quand il intervient aussi à ce moment-là, il intervient contre la pensée dominante aussi de l'Académie des Beaux-Arts, qui ne voyait dans la période gothique qu'une période sombre de méconnaissance. Et lui, il s'est battu corps et âme toute sa vie quasiment pour redonner ses lettres de noblesse à cette période-là. Et donc du coup, il a comme ça procédé à un véritable changement, une véritable transformation de l'acceptation de ce que peut être le gothique et comment la période gothique est à même aussi de nourrir des réflexions architecturales, parce que quand il intervient sur la période gothique, il établit presque une sorte de nouveau paradigme architectural et il va aller à l'encontre par exemple du modèle dominant qui était donné par la cabane de Logier, qui était l'origine de l'architecture grecque avec la cabane en bois. Lui, il va réinterroger ce modèle-là en prônant une autre cabane originelle, un autre mythe de l'origine de l'architecture qui permettra d'instaurer la période gothique avec des valeurs similaires ou équivalentes à l'architecture antique
classiquement considéré à cette période-là. Donc je pense qu'il y a comme ça cette espèce de cristallisation à travers la pensée de Viollet-le-Duc d'un nouveau paradigme architectural qui devient quelque chose de regardable d'une certaine manière pour les architectes à partir du 19e siècle. Mais ça reste une construction relativement récente. Oui. Alors, du coup, je pose la question à Bérénice. Est-ce que Viollet-le-Duc est le principal responsable de la charge émotionnelle de Notre-Dame, puisqu'après tout, Victor Hugo, certes, y a contribué après le sac de l'archevêché, mais on a l'impression qu'au fond, Notre-Dame et Viollet-le-Duc sont tellement indissociables que est-ce que Notre-Dame n'est pas une création de Viollet-le-Duc ? Alors, je ne pense pas que Viollet-le-Duc soit le seul responsable de la mise en charge émotionnelle de Notre-Dame de Paris. Je pense que ça participe d'un mouvement général, donc Christian Autain a explicité juste avant. Simplement, Viollet-le-Duc, il en est l'architecte, donc il est celui qui met en matière cette histoire. Et en fait, c'est ce que disait justement Laurent il y a un instant, il y a cette idée d'idéal. Et en fait, quand on s'intéresse aujourd'hui à Viollet-le-Duc par rapport à la problématique, et je reviendrai peut-être là-dessus après, un peu en troisième partie, mais quand on s'intéresse à Viollet-le-Duc et à sa théorie de la restauration aujourd'hui, finalement, quand on relit tout l'article restauration du dictionnaire raisonné ou tout l'article cathédrale, on se rend compte de deux choses. La première chose sur la cathédrale spécifiquement, c'est qu'effectivement, vous avez parlé de l'hôtel de ville et de la cathédrale, donc cette espèce de couple, il ne faut pas oublier qu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle L'histoire d'un hôtel de ville et d'une cathédrale, qui justement parle de cette charge-là, et d'ailleurs la cathédrale de Cluzy brûle dans son ouvrage. Donc on l'avait prévu. Je ne sais pas s'il l'avait prévu, mais en tout cas il y a un très beau dessin de cette cathédrale en flammes, et il se trouve que cette cathédrale en flammes de Cluzy a quand même des airs très, disons, on peut la rapprocher assez facilement d'un autre dessin qu'il a fait dans l'article cathédrale du dictionnaire raisonné, qui est ce fameux dessin qu'on appelle la cathédrale idéale, qu'il n'a jamais appelé cathédrale idéale, mais qui est un dessin où il réunit plusieurs cathédrales et où il crée cet archétype de cathédrale qu'on a appelé idéale. Et en fait, cette cathédrale, sa caractéristique, c'est qu'elle est premièrement complète. Donc elle est dans un état complet, et ça fait partie. Restaurer, ce n'est pas entretenir, réparer ou refaire, c'est rétablir dans un état complet, dans un état qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Et donc cet état complet, il est fondamental de la théorie de restauration de Viollet-le-Duc, avec un deuxième point, qui est celui de cet état plus parfait. Je ne pense pas qu'il soit parfait, mais il est plus parfait, dans le sens où, si on lit là, cette fois-ci un autre article du dictionnaire, l'article style, on se rend compte que ce qui fait pour lui la validité d'un style architectural, ou d'un mouvement architectural, de la création architecturale, c'est le fait de s'inscrire dans une logique de création qui soit liée à une logique de création presque naturelle, géologique. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié la géologie également. Et du coup, il y a cette idée presque asymptotique d'avoir un état qui tend vers la perfection, mais qui n'est jamais vraiment parfait. Donc il y a cette idée de perfectibilité permanente. Et justement, cette cathédrale, justement, je trouve que c'est intéressant par rapport au problème qui nous est posé aujourd'hui, architectes et collectivement, évidemment, ça ne concerne pas que nous, face à cet incendie, c'est justement de se dire est-ce que la cathédrale est encore perfectible, ou est-ce qu'on doit s'arrêter là, à cet état viollet-le-ducien qui est celui du 19e siècle. Je pense que je me suis un peu éloignée de la question. Pas du tout. Non, parce que ça veut dire qu'au fond, dans notre première question, il y a cette idée que Notre-Dame est devenue un symbole, mais aussi un symbole de l'idéal ou de l'architecture originelle, enfin parfaite, et que donc, est-ce que quand on veut réparer Notre-Dame, est-ce que finalement, qu'est-ce qu'on veut réparer ? Est-ce qu'on veut réparer un monument archéologique ? Un monument habité, enfin de par les usages, un monument un monument habité par des usages, en l'occurrence des messes, beaucoup quand même, il ne faut quand même pas oublier ça, puisque c'est le siège de l'archevêché de Paris, ou est-ce que en fait on veut restaurer un sanctuaire de l'architecture, ce qui est quand même pas tout à fait la même chose, et y compris avec en derrière l'idée de politique urbaine. Au fond, est-ce que Notre-Dame est un musée de l'architecture qui ne dit pas son nom, et qui d'ailleurs non seulement ne dit pas son nom, mais qui n'est pas forcément facilement accessible en tant que musée de l'architecture, parce qu'on en voit en le visitant qu'une toute petite partie.
Il faut d'abord être sûr qu'il y a contradiction entre les deux, parce que jusqu'à ce jour, le clergé, qui est l'utilisateur principal de Notre-Dame, ne s'est jamais plaint de l'inadaptation de l'édifice aux cérémonies. Donc non, mais j'ai pas dit la qu'il était restauration n'est pas ou au bénéfice de l'utilisateur ou pour le musée de sculpture, elle peut aussi être pour les deux. Donc je pense qu'il faut effectivement ne pas mettre en antagonisme de choses qui ont cohabité pendant très longtemps et qui sont a priori toujours disposées à cohabiter. Un point quand même, moi l'importance de Viollet-le-Duc, évidemment, bien entendu, même si quand même Notre-Dame est aussi un édifice médiéval. Ce qui a brûlé, c'est quand même à 80% la forêt de la cathédrale médiévale. C'est pas la forêt construite par Viollet-le-Duc. Enfin, si, c'est aussi la charpente de Viollet-le-Duc dans les transepts, mais enfin, dans la nef, c'est bien la charpente médiévale. Et je me rappelle avoir visité le chantier de restauration de la façade de Notre-Dame avec l'architecte en chef, qui me montrait que derrière les statues des rois, évidemment refaites, puisque elles ont remplacé les rois jetés à bas à la Révolution, les petites structures architecturées qui se trouvaient derrière avaient encore la polychromie médiévale. Donc c'était bien, là encore, la sculpture médiévale qu'on avait derrière. Donc évidemment, Viollet-le-Duc, très important, mais quand même une cathédrale médiévale. Ça reste une cathédrale médiévale. Toutes les cathédrales ont été restaurées, ont été modifiées, même si elle l'a été particulièrement. Voilà. Oui, alors justement, puisque vous avez le micro, enchaînons peut-être sur notre deuxième séquence. Toutes les séquences s'entremêlent évidemment, puisqu'on ne comprend pas toujours très bien qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril, puisque souvent, et d'ailleurs je ne suis pas sûr que le grand public comprenne très bien, qui décide quoi dans les opérations en cours, et notamment on sait tous qu'un état d'exception a été créé, une prise en charge personnel de cette relativement personnel, en tout cas présidentielle, de cette catastrophe a été disons mis en place dans les semaines et les mois qui suivent, et l'administration des monuments historiques, elle, est évidemment en principe et d'autant plus, si j'ose dire, en délicatesse, ou disons regard de tout cela, que précisément c'est elle qui est héritière de l'héritage de Viollet-le-Duc, puisqu'en fait lui-même en a été un des fleurons. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer au fond quelle est la particularité de ce qui se met en place? Est-ce qu'il y a déjà eu des précédents? Est-ce que, parce que des catastrophes patrimoniales, il y en a eu localement, mais qui ont fait moins parler d'elles, si on s'en tient dans les 20 dernières années, qui ont fait l'objet d'ailleurs des premières grandes études des émotions patrimoniales. Je pense le château de Lunéville, le Parlement de Rennes, rappelez-vous, pour les plus anciens d'entre nous, dans les années, je sais plus, c'est en 87 ou 88 ou 89, je sais plus, bref. 93. Pardon. 93 même, donc c'est plus récent, donc pas les plus anciens, donc. Ou d'autres formes de destruction, des incendies aussi de cathédrales, ça arrive relativement fréquemment, et des incendies partiels. Heureusement pas tant que ça. Non, heureusement pas tant que ça, on est d'accord. Je parle pas de Reims, qui a été bombardé évidemment en 1914, mais en gros, qu'est-ce qui se passe d'habitude quand il y a des accidents patrimoniaux et éventuellement des émotions consécutives, et qu'est-ce qui là s'est passé en plus et qui renforce la charge émotionnelle? Alors, le dernier incendie véritablement comparable à Notre-Dame, c'est l'incendie de la cathédrale de Nantes en 1972, qui a été peut-être pas tout à fait, mais presque aussi destructeur que l'incendie de cette année à Notre-Dame. Alors, le principe sur les monuments de l'État, les édifices classés au titre des monuments historiques appartenant à l'État, c'est que ce sont les directions régionales des affaires culturelles qui conduisent les travaux de restauration. D'ailleurs, au moment où s'est déclenché l'incendie, il y avait des travaux de restauration de la flèche de Viollet-le-Duc, qui était en cours. Ce qui est apparu après l'incendie, c'est que l'ampleur des dégâts et l'importance du chantier à conduire, avec le souhait du président de la République qu'il soit conduit dans un délai bref, n'était pas gérable par la direction régionale des affaires culturelles. Les DRAC, comme on dit, ont le dimensionnement qu'elles ont, avec des ressources, des personnels
adaptés aux chantiers qu'elles conduisent, qui ne sont pas des chantiers de cette ampleur-là. Donc il y avait effectivement deux autres options. C'était d'une part l'utilisation d'un établissement public constructeur du ministère de la Culture qui a l'habitude de faire de grands chantiers, mais là encore l'ampleur et le délai étaient un peu particuliers. Donc là, vous parlez de l'OPIC. Je parle de l'OPIC, voilà. Et donc finalement, le président de la République a fait le choix de la création d'un établissement public ad hoc qui durera donc ce que durera le chantier de restauration et qui est uniquement chargé, alors pas uniquement, mais principalement chargé du chantier de restauration, avec à côté un travail de mise en valeur et de formation autour du chantier pour les métiers du patrimoine. Voilà, donc c'est effectivement un cas un peu exceptionnel, mais encore une fois, la destruction est exceptionnelle. Pas de destruction de cette ampleur depuis 1972. Le Parlement de Rennes, certes, ça a été une destruction tout à fait importante, mais dont le coût a été loin d'approcher le coût de ce que sera le chantier de Notre-Dame de Paris. Il en est de même du château de Lunéville. Donc vraiment, pas de précédent équivalent depuis 1972. Et auparavant, effectivement, on trouve Reims après les bombardements de la Première Guerre mondiale et Chartres au XIXe siècle, mais rien de vraiment comparable au XXe siècle à part Nantes. Donc, au fond, il y a bien cette idée que le caractère exceptionnel de l'accident justifie finalement non pas une réforme en profondeur du système, hein, mais qu'il y a que le système des monuments historiques est là pour maintenir les monuments, les conserver, mais quand ils sont dans un état de menace, là, ce n'est plus, si j'ose dire, il faut un budget spécifique. Voilà, on ne peut pas avoir des services dimensionnés en permanence pour des accidents de ce genre, heureusement, parce qu'il ne s'en produit pas tous les ans. Et donc, quand un accident de ce genre a lieu, là, en l'occurrence, il a été jugé souhaitable de disposer d'une structure ad hoc, qui, encore une fois, n'est pas une structure pérenne, hein, qui a vocation à disparaître quand les travaux seront terminés. D'accord. Non, ça c'était vraiment pour expliciter, parce que c'est vrai qu'on comprend pas très bien aussi parfois pourquoi c'est un général de l'armée qui est chargé des opérations. Alors, ça fait peut-être partie de l'imaginaire national d'un pays qui a un rapport à la guerre un peu compliqué, qu'il faut employer parfois voilà, les grands moyens. Alors, je ne sais pas, je laisserai l'avenir décider ce que si justement cette émotion et donc relève d'une sorte de guerre en fait, en quelque sorte, contre la destruction, et pourquoi effectivement c'est un général ce qui a quand même surpris tout le monde, qui est à la tête de en tout cas de la préfiguration de cet établissement. Je parle sous votre contrôle. Alors bon, peut-être que parce que l'autre question que j'aurais envie de vous poser à toutes et à tous, c'est justement comment s'articulent les instances de protection avec les instances de politique de la ville, parce qu'après tout, les DRAC sont certes des services des affaires culturelles. Certes, on restaure des monuments, mais on restaure aussi. On voit bien que tout de suite dans la polémique et l'émotion autour de Notre-Dame, l'affaire aérale, pourrait-on dire, des matériaux en suspension qui pouvaient affecter l'environnement immédiat a été très importante. Donc, comment, au fond, toute ce soin d'un monument comme personne s'articule avec des politiques de la ville et a fortiori avec les projets architecturaux plus globaux qui s'insèrent dans les politiques de la ville. Alors, quelques éléments de réponse de mon point de vue qui sera pour le coup pas vraiment un point de vue de directeur des études, mais puisqu'on parle de politique de la ville, on parle aussi de la question des gens et de la prise en compte de la parole des citoyens dans cette affaire. C'est vrai que jusqu'à présent, on a vu le débat s'articuler autour d'une polémique sur les conditions un petit peu
de la restauration et sur la forme qu'elle pourrait prendre. Et en même temps, on sent bien qu'il y a émotion dans l'émotion, puisque à l'émotion de la destruction succèdent des vagues d'émotions, peut-être à plus bas bruit, mais quand même puissantes aussi, face à la forme que pourrait prendre la restauration, reconstruction, réaménagement, transformation. Ça renvoie en fait à des... Ça, c'est notre troisième séquence. Merci de cette très belle transition. Ça renvoie en fait à des problématiques qui sont creusées depuis pas mal d'années maintenant par les chercheurs en sciences sociales sur la question justement de la prise en compte du citoyen. On va peut-être reconvoquer ici Viollet-le-Duc sur un autre monument et dans un autre rôle. Et on va reconvoquer également l'État, mais cette fois-ci à travers la figure de la DRAC, de la Direction régionale des affaires culturelles. En fait, cette notion d'émotion patrimoniale, et donc qui place au cœur un petit peu la question de la réaction du citoyen face à l'atteinte faite au patrimoine. Et du citoyen urbain, enfin d'abord de l'usager de la ville. De l'usager de la ville. Elle renvoie en fait dans la pensée, les travaux de Daniel Fabre, à l'observation d'un phénomène, d'une émotion, au début des années 1990, à Toulouse, lorsque la Direction régionale des affaires culturelles et l'architecte en chef des monuments historiques, avec les meilleures intentions du monde, a souhaité dérestaurer la basilique Saint-Cernin. C'est-à-dire revenir en fait sur les travaux d'aménagement et de transformation visibles à l'extérieur qui avaient été faits à l'époque de Viollet-le-Duc et par celui-ci, pour restituer un état médiéval qui était connu par des documents de manière beaucoup moins précise qu'on ne connaît Notre-Dame tel que Viollet-le-Duc l'a transformé aujourd'hui. Mais ceci autour d'un monument emblématique de la Ville Rose, sur une des places les plus fréquentées de celle-ci. Et on a vu combien, au départ en tout cas, la non prise en compte ou la prise en compte très distante et très relative de la parole de la population a pu provoquer localement des tensions importantes, des manifestations, des pétitions qui ont acquis véritablement une dimension nationale. Donc ce sont des choses, je dirais, que les sciences sociales arrivent aujourd'hui bien à pointer, les mécanismes de l'émotion. La question qui est posée peut-être pour Notre-Dame, mais plus généralement pour d'autres monuments aussi, mais singulièrement dans le cas de Notre-Dame, c'est comment aujourd'hui pourrait-on gérer cette prise en compte des attentes de la population, des attentes du citoyen, face à un monument qui est propriété de l'État, qui est un bien qui fait partie du patrimoine de la nation, mais qui, très au-delà même des inscriptions de l'UNESCO, s'impose comme une icône du patrimoine mondial. Ce qui pose à la limite la question presque du périmètre de l'enquête auprès du public concerné par la question de la forme que prendrait cette restauration. Oui, parce qu'au fond, l'affaire de la dérestauration de Saint-Cernin, plus locale, mais centrale aussi, puisque le marché de Saint-Cernin et puis l'église Saint-Cernin elle-même, même si elle n'est pas la cathédrale de Toulouse, qui s'appelle Saint-Étienne, je crois, si mes souvenirs sont bons, beaucoup moins célèbre dans la culture architecturale, a suscité vraiment beaucoup de polémiques, et là presque symétrique. C'est-à-dire que c'est précisément, la population était attachée à l'aspect de la restauration de Viollet-le-Duc, ces fameuses, comment ça s'appelait déjà, en haut. Voilà, les Mirandes, ça. D'où l'expression de guerre des Mirandes, en fait, pour désigner cette émotion. Voilà. Donc, ce qui veut bien dire, et c'était un peu notre idée, que au fond, l'exceptionnalité, sans rien enlever à l'exceptionnalité de la catastrophe, on peut essayer d'apprivoiser, de dompter l'émotion, justement, en la rapportant à d'autres et en essayant d'inscrire la compréhension du phénomène social et donc politique, puisque, au fond, la réactivité, la très grande réactivité du pouvoir est liée aussi à l'ampleur du choc suscité dans la population. Donc c'est bien ça le cœur de on est à peu près un peu au-delà du mi-temps de nos échanges, c'est bien ça qu'on voulait aborder ici, c'est en quoi ce cas de Notre-Dame est à la fois exceptionnel et en même temps relève d'une série
possible. Et de ce point de vue-là, évidemment, l'héroïsation ou la personnalisation doit être aussi mesurée. Et là, je vais revenir vers Emmanuel Blanchard pour lui demander comment précisément il a essayé d'éviter, ou au contraire, comment il a contextualisé en historien l'histoire de la construction et plus encore de sa restauration au XIXe siècle comme quelque chose qui n'était pas non plus isolé, pas plus que je veux dire pas plus que de fait les polémiques sur la restauration ou la dérestauration ne sont isolées. Disons que je voudrais juste rebondir sur ce que Christian vient de dire aussi, c'est que je pense que dans le geste de Viollet-le-Duc, donc qui est évidemment inséparable de l'histoire architecturale de la cathédrale, il y a aussi, j'ai l'impression, quelque chose qui est perçu comme... c'est-à-dire qu'il n'a pas fait ce qu'il voulait, Viollet-le-Duc, il a fait ce qu'il croyait être juste. Et ce faisant, il a fait des choses qui étaient différentes. On a des représentations de la flèche médiévale, on en a plusieurs, elles sont pas toutes exactement pareilles, c'est des enluminures, elles permettraient pas de la reconstruire exactement, mais en tout cas on a une idée sûre, c'est qu'elle faisait certainement pas cette taille-là. Donc on a une idée des proportions. Donc, pour comparer avec un autre élément de la cathédrale, la rosace nord, elle est quasiment dans son état médiéval, ça ne viendrait pas à l'idée de la changer ou de la modifier. J'ai l'impression que les endroits où Viollet-le-Duc est intervenu, et par d'une certaine manière ce qu'aujourd'hui on lit comme une liberté créatrice, ce que ce n'était pas vraiment à l'époque, autorise à un geste qui serait pour le coup complètement créateur, j'en sais rien, la construire en verre ou en titane, et voilà que si vous voulez la démarche un peu mal comprise de Viollet-le-Duc en fait libère de voilà, on se serait pas posé ces questions-là pour la rosace, on se serait pas pour des tas d'autres. Il est aussi fortement intervenu sur les fenêtres hautes. Oui, voilà. Là, on est au cœur du truc. Qui est très bien montré dans le film, vous le verrez. Viollet-le-Duc découvre. Et puis, enfin, il y a aussi une question, c'est que Viollet-le-Duc, il a pas seulement reconstruit des choses, il a eu le monument ouvert devant lui, et donc c'est aussi notre principale source de connaissances sur Notre-Dame. Donc, il savait des choses qu'aujourd'hui on ne tient plus que de lui. Et notamment il y a cette fameuse histoire des fenêtres qui ont été modifiées au début du XIIIe siècle, qui étaient en fait des fenêtres petites avec une série d'oculi en dessous. Lui en a trouvé les vestiges et il les a rétablis à certains endroits, pas partout, dans l'idée probablement avec des intentions aussi de renforcement de structure, mais aussi dans l'idée de revenir à un état originel de la cathédrale, donc et originel. Ouais, voilà. Donc je sais plus pourquoi exactement on parlait de ça, mais en tout cas, je sais plus exactement pourquoi. Non, mais justement, Bérénice va précisément, puisque votre travail de thèse notamment porte sur la question de des frontières complexes entre restauration et création architecturale, justement, comment interpréter cette action de Viollet-le-Duc? Oui, alors pour répondre à ça et rebondir sur ce que vous venez de dire, je voudrais revenir sur quelque chose qui fait partie qui se pose à nous en tant qu'architectes face à cette cathédrale qui a été en partie démolie par cet incendie, et justement expliciter une chose qui fait partie du rôle des architectes, qui est la posture. Qu'est-ce que c'est qu'une posture d'architecte? Et finalement, en réfléchissant à toutes les questions que Yann nous avait envoyées, je me suis dit que aujourd'hui, l'état actuel de la cathédrale, en tout cas la partie qui a disparu, c'est-à-dire la charpente et la flèche, on peut l'envisager, à mon avis, de deux manières, soit en un seul bloc avec une continuité entre la charpente et la flèche, soit entre deux éléments distincts, que serait d'un côté la charpente et de l'autre la flèche. Et rien que cette vision-là, le fait de nommer ce qui a disparu et la manière dont on l'envisage, ça permet d'envisager des hypothèses, des propositions de projets d'architecture. Alors j'en ai fait une petite liste, par exemple. Donc dans cette vision globale, on pourrait dire on reconstruit cet ensemble à l'identique avec la charpente, en partie médiévale, modifiée au cours des siècles et évidemment au 19e par Viollet-le-Duc. La flèche, qui est une invention, une innovation de Viollet-le-Duc. Certes, elle n'avait pas un vocabulaire qui nous paraissait distant. Elle avait plutôt un vocabulaire
assez mimétique par rapport à celui de la cathédrale. Il n'empêche que c'était une pure innovation puisque cette flèche n'avait jamais existé. Donc, première hypothèse, reconstruction, on a toute la documentation, on peut reconstruire à l'identique avec évidemment toute la question que ce que c'est que reconstruire à l'identique. Qu'est-ce qu'on reconstruit à l'identique? Est-ce que c'est l'image de la cathédrale qu'on photographie? Donc dans ces cas-là, les parties cachées, par exemple la charpente, on peut la faire différemment, en béton, en métal, en carbone, je ne sais pas. Donc il y a toute cette question. Qu'est-ce que l'identique? Donc ça, c'est voilà, une première question. Parce que chacune de ces hypothèses de projet pose aussi des questions en termes de théorie de l'architecture aussi. La deuxième hypothèse, on reconstruit tout différemment. On a vu des tas d'images sur les réseaux sociaux, dans les journaux, etc. arriver avec des projets de serre sur les voûtes de Notre-Dame de Paris, pourquoi pas. Qui pose aussi la question, cette fois-ci, à mon avis, du mémorial. Est-ce que dans ces cas-là, on ferait un mémorial magnifiant dans un grand geste architecturale pour répondre à cette émotion spectaculaire qu'a suscité cet incendie, lui aussi tout à fait spectaculaire. Une émotion sans mort, il faut quand même toujours le rappeler. Sans mort. Et j'y viens justement juste après, puisque une autre option pourrait être de ne rien faire, ne rien reconstruire, si on laissait la cathédrale en l'état. Après tout, ce serait une vision un peu ruskinienne, presque, on pourrait dire, avec un peu d'anachronie. Et dans ces cas-là, on serait, à mon avis, dans le mémorial de l'incendie comme un événement douloureux. Mais alors là, sans vouloir entrer dans la concurrence des mémoires, il faut quand même se rendre compte que juste à côté, au chevet de Notre-Dame de Paris, il y a un mémorial qui s'appelle le mémorial de la Shoah par Georges-Henri Pinguisson, qui est un monument caché d'une mémoire extrêmement douloureuse de notre histoire commune, et qui est un monument caché, enterré, que peu de gens connaissent, et qui est aussi un monument submersible. C'est-à-dire que quand la Seine monte, le monument est sous l'eau. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose de mettre en relation, à mon avis, quand on parle de mémoire, sur l'île de la Cité. Ensuite, dans la vision plus fragmentée, on pourrait, alors là, on a des tas d'options qui peuvent se poser. Donc la première pourrait être de reconstruire la charpente à l'identique avec une flèche qui serait une création, une innovation. Alors après, à voir dans quel est le langage qu'elle utilise, cette création. Est-ce qu'elle utilise un langage mimétique qu'on pourrait appeler pastiche ? Voilà, une autre polémique. Est-ce qu'on utilise un langage très contemporain, comme on dit, donc en verre, en métal, avec des lasers, une flèche en hologramme ou en flamme olympique, par exemple. Est-ce qu'on peut reconstruire la charpente dans une création dite contemporaine avec une flèche à l'identique de celle de Viollet-le-Duc, par exemple? Ça pourrait être aussi une autre option. Qui serait dans ces cas-là une sorte de mémorial au génie Viollet-le-Ducien. Reconstruire une charpente à l'identique ou en création sans flèche. Encore, ne pas reconstruire la charpente, mais simplement un dispositif. Et on voit aujourd'hui que l'échafaudage n'a toujours pas été démonté. Donc on pourrait imaginer un petit dispositif central qui pourrait permettre d'avoir une flèche à l'identique ou pas. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas d'options qui se posent pour les architectes aujourd'hui. Donc, dans tout cet éventail de possibilités, évidemment, je pense que Viollet-le-Duc est assez utile, et c'est pas uniquement parce que je fais ma thèse sur lui, mais je pense qu'il est assez utile pour réfléchir à ces questions, parce que justement, il se trouve aux antipodes de toutes ces propositions, à la fois dans quelque chose de l'identique, puisqu'il faudrait restaurer Viollet-le-Duc à l'identique, et en même temps de cette idée de, quand on écoute et quand on lit sa théorie de la restauration, de cette idée de ce monument, je reviens là-dessus, un monument, enfin une cathédrale dans un état complet et dans un état qui soit une forme de voie vers la perfectibilité du monument. Et en fait, le rôle des architectes, à mon avis, et la capacité des architectes et l'intérêt qu'ils ont dans cette affaire, outre le fait que, moi je suis architecte du patrimoine, donc j'ai fait une école qui s'appelle l'école de Chaillot, qui est donc une école héritière. Le testament de Viollet-le-Duc. Voilà, le testament de Viollet-le-Duc à l'humanité. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les architectes qui travaillent sur la cathédrale sont des architectes en chef des monuments historiques, qui sont issus eux-mêmes, qui sont un peu des descendants de Viollet-le-Duc. Donc forcément, il y a un attachement des architectes du patrimoine et des architectes en chef des monuments historiques vis-à-vis de cette cathédrale qui fait partie des grandes réalisations de Viollet-le-Duc. Mais en dehors de ça, c'est par rapport à toutes ces propositions que j'ai listées, il y en aurait 1000 autres, on pourrait hybrider tout un tas de solutions que j'ai esquissées là en quelques instants. C'est justement cette capacité d'arbitrage. Parce que les architectes, il ne faut pas oublier que non seulement ils ont une expertise technique sur les monuments, évidemment, mais en plus, ils ont aussi cette capacité à s'imprégner d'un certain nombre de questions qui sont
en dehors de leur sujet. Et donc, ils peuvent intégrer des problématiques, on a parlé sociales, voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place un système participatif pour que chacun et chacune puisse s'exprimer et parler de son désir pour Notre-Dame de Paris dans le futur, et faire s'exprimer le public, les touristes, etc. Donc ça, c'est une chose que les architectes ont maintenant quand même l'habitude d'intégrer depuis un certain nombre d'années. Des problématiques environnementales, de développement durable, des problématiques urbaines, des problématiques de mobilité, etc. etc. Donc je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps parce qu'on a l'impression que je défends ma profession à tout prix. Mais en attendant, il me semble quand même que les architectes ont individuellement et collectivement quelque chose à dire dans cette affaire, parce qu'ils ont cette capacité aussi à élargir le monument au-delà de l'objet un peu sacré dont on a vu l'émotion que suscitait cet incendie, au-delà de ce monument à l'île de la Cité, au récit du Paris d'aujourd'hui et du Paris du futur, et aussi peut-être un récit un peu plus global, un peu plus mondial dans l'urbanisme du futur. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ce point très, très précis. Sur les potentialités. Maintenant, si on avance vers notre dernière séquence, évidemment, il faut élargir, comme vous venez de nous l'y inviter, la focale, puisqu'au fond, ce qui semble être le plus attachant dans l'émotion de Notre-Dame, c'est la fameuse skyline. Finalement, il est apparu que la flèche, l'attachement à la flèche, certes, pour les architectes, c'est lié peut-être à cette patrimonialisation de Viollet-le-Duc à l'intérieur de la culture des architectes du patrimoine et de quelques autres, et de quelques historiens de l'art aussi. Mais plus globalement, en fait, c'est un profil urbain qui s'aperçoit. Un profil urbain qui a été construit d'abord par l'urbaniste lui-même. Il a fallu dégager les abords de Notre-Dame au XIXe siècle pour qu'elle soit bien dégagée comme monument, puisqu'après tout, un monument ne s'observe véritablement que si on peut le voir. Et je suis, moi, pour ma part, convaincu que les ponts qui peuplent les environnements de Notre-Dame, y compris les petits ponts, sont décisifs dans la perspective urbaine, ou ceux qui sont plus loin. Je pense au pont d'Austerlitz, par exemple. Voilà, la vue de Notre-Dame depuis le pont d'Austerlitz ou depuis le pont de Sully, n'est-ce pas, sont des vues décisives, vues depuis le chevet. Et donc, c'est pas seulement donc un monument dans son organicité, dans son corps malade qui est en question, c'est bien véritablement une perspective urbaine, et pas simplement un panorama avec la Seine évidemment comme vitrine monumentale, mais une vue. Et c'est vrai que voilà, moi par exemple, je n'étais pas monté à Beaubourg depuis un certain temps. Il se trouve que j'y étais récemment pour voir une exposition Bacon, donc, et là il y a une magnifique vue de plongeon sur Notre-Dame. Je pense que c'est une des meilleures d'ailleurs pour le citoyen lambda. Voilà, on peut là comprendre que c'est pas simplement, bien entendu, un monument blessé, c'est pas non plus une ville défigurée, faut pas aller jusque là, mais on voit, outre l'absence du profil dans la skyline, il y a aussi justement cette ruine. Bérénice a parlé de l'option de la mise en ruine. Je sais qu'elle ne plairait pas trop, en tout cas certainement pas au clergé, ou à moins que ils prennent l'habitude de faire la messe en Kawe, ce qui n'est pas non plus impossible, je veux dire. Non, mais pourquoi pas. Moi, j'aime beaucoup l'abbaye de Jumièges. Je trouve que c'est le plus beau monument, un des plus beaux monuments historique en France, et elle est à ciel ouvert. Donc, mais là, effectivement, on est dans une ville, d'une part, il y a des usages urbains, et au fond, c'est est-ce que la ville de demain peut encore produire de la ruine? Ce sera ça ma dernière question que je voulais vous poser à toutes et à tous, c'est est-ce que finalement la ruine qui a été si fondamentale pour pas simplement l'imaginaire urbain, mais même depuis l'époque médiévale, avec Rome comme matrice, évidemment, mais pas seulement, est-ce que la ville n'a pas besoin de ruines? Parce que ces ruines, elles sont là. Il y a des ruines, il y a des tours. La tour, par exemple, voilà, au carrefour Pleyel, aujourd'hui, c'est une ruine. Vous allez à Saint-Denis, il y a des très belles ruines du XXe siècle. Les thermes de Cluny, qui ont été même restaurés en ruine régulièrement. Donc, au fond, cette ville à venir,
est-ce qu'elle peut se nourrir de ruines? Peut-être Laurent, en tant qu'architecte, va réagir à cette question volontairement provocatrice. Ah ben, en plus, effectivement, Perret disait l'architecture, c'est ce qui fait de belles ruines. Donc cette question de la ruine, elle est malgré tout fondamentale aussi dans l'architecture, dans l'histoire de l'architecture et dans la façon de comprendre dont on construit les choses. Peut-être avant de développer plus sur cette question-là, pour rebondir et compléter aussi ce que disait Bérénice, un point qui est malgré tout essentiel sur la compréhension de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Notre-Dame. Est-ce que effectivement la laisser en ruine serait une possibilité? Est-ce qu'il faut la reconstruire identique dans un état intérieur ou la transformer? Quand on regarde ce qu'a fait Viollet-le-Duc, et c'est ce que tu disais, c'est que finalement, effectivement, Viollet-le-Duc, il y a une part de création dans son intervention, avec la flèche, avec une part d'investigation pour retrouver l'état originel sur la question des façades, etc. Malgré tout, dans toute sa démarche, il y avait une nécessité, c'était celle de répondre aux logiques du bâtiment. Et il ne s'agissait pas d'un ego créateur sur le bâtiment et de dire « regardez ce que j'ai fait, c'est moi qui interviens sur le bâtiment et cette transformation, c'est moi ». Ou en tout cas, il y a des clés de lecture malgré tout sur le bâtiment où il y a des statues il y a une statue de Viollet-le-Duc sur une partie de... Qui, elle, est conservée, pour le coup. Qui, elle, est conservée. Emmanuel pourra nous en parler, puisqu'il l'a touché, il a filmé le démontage de la statue. C'est donc une archive disponible. Il s'est représenté 3 fois en haut de la flèche, dans la sacristie, où il s'est carrément représenté sous les traits de Maurice de Sully, qui est le fondateur de la cathédrale, et sur la Galerie des Rois. Mais donc du coup, mis à part, il y a effectivement malgré tout une part d'ego assez important là-dedans, mais malgré tout, quand il intervient sur la cathédrale de Notre-Dame, il intervient en essayant de comprendre les logiques et les nécessités du bâtiment en lui-même, sans forcément chercher à aller à l'encontre de ça, ou en tout cas sans faire parler ses velléités personnelles là-dessus. C'est vrai que quand on regarde les propositions des architectes au lendemain de l'incendie, qui sont arrivés, mais pour le coup littéralement le lendemain, c'était l'expression d'ego ou de volonté strictement personnelle entre effectivement le jardin suspendu. On a même eu la piscine sur le toit de Notre-Dame, les plateformes d'observation, les flèches en titane et tout ça. Mais là, ça montre aussi un peu une espèce de crise, effectivement, dans la construction de la ville, dans la construction d'un imaginaire collectif, du bien commun et du vivre ensemble. Et finalement, quel est aussi le rôle de Notre-Dame en tant qu'œuvre patrimoniale et en tant que symbole partageable par tous? Et dans cette optique-là, finalement, les propositions qu'on a pu voir des architectes au lendemain de l'incendie, c'était un peu un résumé de l'intervention de Viollet-le-Duc, où parce que Viollet-le-Duc a transformé Notre-Dame, on aurait le droit aussi de transformer à tout va Notre-Dame aujourd'hui et de faire un peu ce qu'on veut sur ce bâtiment. Mais à la fin, ça reste une sorte de marqueur collectif, un lieu de représentation symbolique collectif qui est incarné dans la ville. Maintenant, aujourd'hui, comment est-ce que la ville actuelle, et surtout la ville de demain, comment les politiques urbaines à l'œuvre peuvent incarner ce lieu de représentation collectif, peuvent être support d'une possibilité de vivre ensemble. Et d'une certaine manière, les annonces sensationnelles aussi du président qui dit on va reconstruire Notre-Dame en 4 ans et puis on va déployer un arsenal technique extraordinaire pour y parvenir, montre un peu la situation dans laquelle on est, qui est finalement une situation complètement scabreuse dans le sens où on veut incarner ce symbole collectif, mais on s'en donne pas les moyens et on est vraiment complètement en proie à une sorte de nécessité de l'urgence, un peu sensationnel, en disant regardez ce qu'on va faire, c'est génial et on va déployer des moyens financiers extraordinaires pour tout ça. Et en parallèle, quand on regarde de l'autre côté du rideau, on coupe le robinet aussi sur la possibilité d'entretenir le patrimoine presque d'une certaine manière. Et on a un patrimoine qui s'effondre presque d'une certaine manière, ou en tout cas dont l'entretien coûte extrêmement cher, sur lesquels il y a peu de moyens qui sont mis en place, ou en tout cas pas forcément à la hauteur de ce qui pourrait être attendu. Et il y a un peu comme ça cette idée où finalement Notre-Dame, les moyens mis en place par
par l'appareil politique peut s'apparenter à l'arbre qui cache la forêt, quoi. Et finalement, cette question du vivre ensemble et du bien commun à travers l'œuvre patrimoniale et à travers la construction de la ville, à travers la construction de l'urbain, elle nécessiterait de donner plus de temps peut-être à la réflexion et de ne pas être soumise aux nécessités de l'urgence. On va dire prôner plutôt aussi une démarche qui trouverait des solutions dans une approche culturaliste plutôt que techniciste ou technocrate, comme c'est aussi le cas actuellement. C'est-à-dire qu'on met en place un appareil technique extraordinaire, mais finalement, on ne sait pas vraiment pourquoi faire. Et la question du pourquoi faire, elle est laissée un peu vacante comme ça, mais aujourd'hui, le rôle des architectes, c'est vraiment de se poser cette question-là. La question de la posture, elle est primordiale. Et la posture sur l'œuvre construite, sur l'œuvre intellectuelle, sur cet héritage qui est aujourd'hui Notre-Dame, c'est aux architectes collectivement de l'incarner. Je ne crois pas que c'est... aux architectes et architectes des monuments historiques, mais c'est pas l'œuvre d'une personne individuelle, je pense, à intervenir dessus. Alors justement, peut-être 2 réactions pour finir, et puisque je sais qu'il y a un vernissage, attention, c'est important. Oui. Peut-être une réaction à chaud tout de suite de Franz. Oui, enfin, d'abord quelques points, excusez-moi, mais à rectifier parce qu'ils ne sont pas exacts. L'État, pour l'instant, paradoxalement, ne met pas de moyens sur Notre-Dame de Paris, puisque aujourd'hui, c'est un flot de donations auquel on a eu à faire face. Je parlais plutôt des moyens techniques, justement, par rapport à ces donations. Et quant aux moyens techniques, en fait, il y a des moyens humains qui sont mis en place pour gérer plus facilement les marchés, mais les moyens techniques sont les moyens traditionnels. Ce sont aujourd'hui 3 architectes en chef des monuments historiques qui dirigent les travaux de consolidation, sécurisation, puisqu'on n'est pas encore du tout en phase de restauration. L'édifice n'est pas stabilisé et ne sera justement stabilisé que lorsque l'échafaudage dont on parlait tout à l'heure sera enlevé. D'ailleurs, c'est un échafaudage qu'on ne peut absolument pas utiliser aujourd'hui, puisque aucun ouvrier ne peut y accéder compte tenu de ses problèmes de stabilité. Et le seul objectif sur cet échafaudage, c'est de le démonter pour supprimer sa prise au vent qui provoque des inquiétudes sur la stabilité de la cathédrale. Sur Jumièges, je pense qu'il faut quand même se rappeler que Jumièges, depuis longtemps, n'abrite plus ni grand orgue, ni tableau, ni stalle, ni vœux de Louis XIII. On les met dans un musée ? Même si on les a, ils sont surtout dans les musées quand même. Ah non, les tableaux Notre-Dame, c'est la série des grands mets de Notre-Dame, qui sont des tableaux de dimension exceptionnelle et qui sont toujours, qui reviendront dans la cathédrale. Ils en ont été enlevés après l'incendie. Et puis un dernier point qui, là pour le coup, concerne le service que je représente directement, c'est que on a évoqué effectivement le fait qu'il y avait une perception d'une part de la cathédrale médiévale qui aurait tout l'intérêt et de la réalisation de Viollet-le-Duc sur laquelle on pourrait, etc. Vous dénonciez effectivement cette voilà. Il faut quand même se rappeler aussi que la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle est classée comme monument historique en 1862, donc après l'intervention d'Eugène Viollet-le-Duc, et que donc l'intervention d'Eugène Viollet-le-Duc est classée au titre des monuments historiques. C'est pas un ajout comme ça qu'on a sur le monument et qu'on serait libre de modifier. Oui. Alors ça, c'est toute l'alchimie extraordinaire dont on a beaucoup parlé, de comment on intègre du présent dans le passé et au fond, voilà, comment finalement Viollet-le-Duc s'est auto-patrimonialisé par le classement relativement tardif de la cathédrale. Alors peut-être le dernier mot à Christian, à propos justement de cette nécessité à laquelle vous appeliez les uns et les unes et les autres, de ne pas simplement faire intervenir soit la dimension administrative, soit la dimension technique architecturale, mais justement la nécessité de prendre en compte la dimension sociale du phénomène. Et je crois qu'il y a un groupe de recherche dans la lignée des travaux de Daniel Fabre et piloté par Claudie Voisna, qui doit justement accompagner, qui espère en tout cas accompagner ce chantier, et qui est justement dédié à une sociologie en quelque sorte urbaine et patrimoniale du phénomène en temps réel, comme un observatoire en quelque sorte du syndrome de Notre-Dame dans son déploiement et sa restauration une fois que l'échafaudage sera retiré. Absolument. Votre conclusion, c'était pourquoi fait-on tout cela ? Et ça renvoyait d'une certaine manière à la typologie très intéressante des
potentialité de restauration que vous avez évoquée. Aujourd'hui, la réponse du politique semble être la technique serait, et la prouesse technique serait en quelque sorte une fin en soi. Mais la prouesse technique ne dit rien de la question du sens. C'est la question du sens que donneront les architectes, mais c'est la question aussi du sens que le politique donnera à la réponse des architectes, qu'il voudra ou non endosser, et la manière dont il voudra ou non traiter l'héritage de Viollet-le-Duc, parce que comme Bérénice me l'avait justement remarqué, Saint-Cernin aussi était classé. Ça n'a pas empêché la transformation et la réinvention d'une certaine manière. Alors voilà, toutes ces matières qui lient en fait la représentation sociale et la construction ou la reconstruction architecturale, elles ont déjà été travaillées sur d'autres objets. Il y a de ça quelques années, quelques-uns s'en souviennent sans doute, ça n'avait pas été une émotion patrimoniale, c'était resté plutôt une émotion qui a vécu à feu doux dans un cénacle étroit, mais il était question de reconstruire les Tuileries. Yann Potin et Vincent Lemire avaient fait un bel article sur ce sujet. Moi, j'ai été fasciné par cette idée de reconstruction des Tuileries. Je ne me suis jamais engagé personnellement parce que je n'ai jamais vu quel sens on pouvait donner à une telle démarche. Pourtant, techniquement, c'était fascinant. Alors, tous ces sujets et d'autres encore, effectivement, ce sont des sujets qui intéressent aujourd'hui le ministère de la Culture, qui intéressent la Direction générale des patrimoines. La catastrophe de Notre-Dame, je crois que c'est aussi, il faut le dire, une occasion, bien malgré elle, pour comprendre le monument, pour comprendre les matériaux, pour progresser dans les techniques de restauration. Autour de la Direction générale des patrimoines, il y a plusieurs groupes de recherche qui se mettent en place pour creuser un petit peu toutes ces dimensions. Et il est assez remarquable que cette fois-ci, face à cette émotion, face à cette catastrophe, la dimension anthropologique et la dimension sociale soient proprement prises en compte. Je le souligne parce qu'il y a de ça 15 ans, je travaillais à la Direction générale des patrimoines. C'était le moment de la plus forte émotion autour de la grotte de Lascaux qui était rongée par les champignons. On avait suggéré une enquête ethnographique sur l'émotion patrimoniale de Lascaux, et on m'avait répondu il est bon de d'abord laisser s'éteindre l'incendie, ça n'avait rien de prémonitoire, avant de se préoccuper de ce que les ethnologues peuvent trouver derrière tout ça. Aujourd'hui, on prend en compte véritablement cette réponse et ces questionnements des sciences sociales dans la résolution même de la crise. C'est effectivement ce qu'entreprennent Claudie Voisenat, qui est une anthropologue du ministère de la Culture, avec plusieurs autres chercheurs, à travers une série d'enquêtes qui se proposent de reprendre cette thématique des émotions patrimoniales, non plus comme cela avait été fait il y a 10 ou 15 ans, en investiguant différents terrains, différents lieux, le parc de Versailles après la tempête, une vallée des Cévennes sauvée de la construction d'un barrage, l'incendie du château de Lunéville, mais plutôt autour d'un même lieu, autour d'une même question, celle de Notre-Dame, plusieurs points de vue. Des points de vue très très divers qui vont prendre par exemple en compte la question du financement et des réactions suscitées, on l'a vu, par le déluge du mécénat privé, la question des usagers, la question de l'affectataire, la question du rapport particulier que les guides, par exemple, entretenaient avec le monument, ou qui pourront ou ne pourront pas entretenir dans le futur. La question de la représentation au niveau international, la question de la mise en parallèle entre le chantier de restauration de Notre-Dame et ce qui est quand même un événement, cette fois-ci du côté du patrimoine culturel immatériel, c'est-à-dire par exemple l'idée que 5 ou 6 ateliers de restauration de cathédrales d'Allemagne, d'Italie, de Suisse, mais aussi de France, puisqu'il y a la fondation de l'œuvre Notre-Dame de Strasbourg, fassent aujourd'hui l'objet d'une candidature au titre du patrimoine culturel immatériel. Comment, au sein de ces cercles de praticiens, de restaurateurs, d'amoureux des monuments, l'émotion patrimoniale de Notre-Dame est-elle vécue? C'est un autre chantier parmi les 10 ou 15 à peu près qui sont envisagés, qui sera lancé. Et donc évidemment, cela s'inscrira dans le temps long, puisque l'ambition est de suivre aussi la manière dont l'émotion très vive qu'il y a au début pourra évoluer, se transformer, s'atténuer, ou au contraire se réactiver un petit peu au gré des circonstances. Et je pense qu'on aura un moment très fort, effectivement, lorsque un choix, un parti sera adopté officiellement quant à la suite de ce chantier. Sur quel projet ? Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là.
justement peut-être en ouvrant sur justement cette vision quand Notre-Dame sera restaurée, peu importe la forme, malgré tout. Bérénice nous a proposé plein de formules possibles. En tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain, nous serons dans une autre ville et ce sera certainement un événement à la fois tourné vers le passé, mais beaucoup finalement vers un nouvel usage de la ville de Paris, puisque de fait, pendant cette congestion, on voit bien déjà que l'île de la Cité, pas toute l'île, mais est congestionnée. Et donc, c'est aussi intéressant de se dire que même la plus simple ou la plus basique des restaurations continue à être une forme d'innovation urbaine, puisque nécessairement, entre-temps, l'Hôtel-Dieu va peut-être même fermer, donc que définitivement, il n'y aura plus beaucoup d'habitants sur l'île de la Cité, etc., qu'il n'y aura plus de voitures dans Paris, en tout cas dans ce Paris-Centre. Donc, au fond, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que si un jour on voit Notre-Dame réouvrir, et donc le clergé venir sans caouet, pardon pour l'image, célébrer ses offices, ce sera nécessairement dans une ville de demain. Voilà, merci beaucoup.